Aux abords de Cluny, c'est un autre visage de la région qui se révèle à nous, avec des forêts qui s'éclaircissent de plus en plus, au profit des vignobles renommés du Val-Lamartinien. C'est avec Patricia Rimbert, une artiste qui vit ici depuis 40 ans, que nous allons poursuivre ce voyage. Si les plus beaux sites naturels de la Bourgogne du Sud n'ont plus de secret pour elle, Patricia reconnaît volontiers quelques lacunes quant à l'histoire de sa région. L'une d'entre elles concerne l'un des lieux les plus emblématiques de toute la Bourgogne, l'étonnante abbaye de Cluny, dont elle va enfin pousser les portes pour la première fois, en compagnie de la responsable culturelle, Virginie Gouteiller. Là, je te retrouve devant les portes d'honneur, qui est le point de jonction historique entre la ville de Cluny et le site historique de l'abbaye. Tu vas enfin me faire découvrir pourquoi cette ville elle est mondialement connue. On va franchir cette porte et on va démarrer notre découverte. Mais je te suis. Voici à quoi ressemblait l'immense ensemble architectural de l'abbaye de Cluny à son apogée au XIIe siècle. Un fabuleux complexe malheureusement peu à peu démoli au fil des siècles. Il ne reste aujourd'hui qu'une infime partie, à peine 10%, de ce qui fut le siège de l'une des plus puissantes communautés religieuses d'Europe. Heureusement, on peut encore en admirer quelques merveilles, comme l'ancien cloître de l'abbaye, magnifiquement conservé. Il ne reste pas grand-chose en fin de compte de l'église de l'époque. Effectivement, l'histoire a fait que la grande église qui incarnait cette image de puissance de l'abbaye a été en partie détruite. Mais à Cluny et à l'abbaye de Cluny, énormément de choses sont encore à découvrir. Parmi les joyaux de l'abbaye qui sont heureusement toujours debout, figure le grand transept dans lequel les deux femmes pénètrent maintenant. Tu vas découvrir un lieu exceptionnel maintenant. Ouf. Bien dis-moi, ils sont tout petits, hein. C'est fabuleux. Ce grand vestige conservé est en fait un petit fragment de l'église, la Maior Ecclesia, cette église de la toute fin du XIe siècle, tout début du XIIe siècle. Grâce à cette magistrale reconstitution numérique, nous pouvons aujourd'hui visualiser à quoi ressemblait cette Maior Ecclesia du temps de la splendeur de Cluny. C'était alors la plus grande église romane jamais construite, avec des voûtes culminant à 30 mètres de haut. Cette église est plus grande avec ses 187 mètres de long que Saint-Pierre de Rome, jusqu'à ce que Saint-Pierre soit reconstruite au XVIe siècle. Et Saint-Pierre sera reconstruite de quelques mètres de plus. Peut-être que le pape avait besoin de montrer qu'il était plus fort, plus puissant. Peut-être bien. Pourquoi on a fait si grand à Cluny? C'est une abbaye qui a à sa tête un abbé d'une puissance à ce moment-là vraiment extrême. En ressortant, Patricia et Virginie se dirigent vers un autre bâtiment lui aussi révélateur de la puissance et donc de la richesse de l'abbaye au Moyen-Âge. Malgré ses dimensions impressionnantes et la qualité de son architecture, l'édifice n'avait rien de religieux, puisqu'il s'agissait du farinier, autrement dit du garde-manger des 200 moines qui vivaient ici. Là, on est dans un des derniers bâtiments du monastère médiéval qui a été conservé. Et on est ici sous une charpente du XIIIe siècle qui n'a pas été détruite au cours du temps. Oui, elle est d'origine. Ah oui, oui, bien sûr. Et elle a été restaurée une seule fois dans son histoire, au début du XXe siècle. Oui. Et on peut voir tout en haut, là-bas, une petite lumière qui éclaire en fait un crucifix. Et c'est les compagnons charpentiers qui ont travaillé à la restauration de la charpente qui ont installé ça tout là-haut. C'est leur marque de fabrication? Plutôt le fait de marquer leur passage, dans un leur endroit exceptionnel et de marquer aussi la dangerosité de leur travail, puisqu'il est écrit « Qui travaille sous le regard de Dieu ne craint pas la mort ». Et ils ont installé ça tout en haut de la charpente. Après cette visite de l'abbaye de Cluny, c'est vers un autre site, lui aussi emblématique de la Bourgogne du Sud, que Patricia nous emmène. Mais cette fois, elle est en terrain connu, car la célèbre roche de Solutré, où elle vit depuis maintenant 40 ans, est un peu son jardin préféré. Elle aime s'y promener en toute saison et redécouvrir ce paysage si typique de la Bourgogne du Sud. Bon, t'es prête pour une petite balade? On monte là-haut? On va aller tout là-haut. Tout là-haut? Oui. Ça va? Allez, allons-y. Allons-y.
Et si elle connaît bien son histoire, elle espère que Mathieu Gaulin, guide accompagnateur, saura la surprendre en lui révélant une ou deux anecdotes méconnues. Tu vas m'apprendre des choses, ouais, je vais essayer. j'espère, que je ne connais pas. Et Avec peut-être que plaisir. moi, je t'en apprendrai aussi, je allez. ne sais pas. Vendu. Vendu. C'est ma balade, on peut dire, de prédilection. Donc je passe par Vergisson et je reviens souvent par Solutré parce que je préfère reprendre le petit chemin qui passe par derrière. D'accord. Tu connais le raccourci. Ouais. C'est un coin, franchement, qui est magnifique. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que c'est connu des locaux et puis pas que, il y a aussi des grandes célébrités qui sont venues. Ah bah oui, Toi, hein. t'es au courant J'ai forcément. connu, moi, les époques glorieuses où on avait M. Mitterrand qui venait. Comme le rappelle cette pierre gravée, François Mitterrand en avait fait son pèlerinage annuel. Lors de la Pentecôte, il venait gravir cette roche insolite et spectaculaire, entourée de ses fidèles. Là, on arrive sur ce qu'on appelle des pelouses calcicoles. Voilà, des pelouses qui sont exposées un peu au vent, qui sont très sèches et qui existent depuis très longtemps parce qu'à l'époque, du coup, tous les herbivores qui étaient dans la plaine pour fuir les moustiques et les inondations, ils se mettaient un petit peu à l'abri. En fait, ça a entretenu cette pelouse pendant des milliers d'années. Pour ne pas perdre cette pelouse, on a décidé de mettre des chevaux. Oui. Assez rustiques, qu'on appelle des Koliczpolski. Ces petits chevaux sont des sosies presque parfaits de leurs ancêtres préhistoriques. Ils participent activement à la préservation de la biodiversité des pelouses calcaires et freinent l'invasion du buis. Donc en fin de compte, ces chevaux, ils ont remplacé nos chefs d'autrefois, C'est ça. qui faisaient le travail de nettoyage. Tu l'as connue différemment, la roche de oui. Solutré, toi? Très différente parce que si tu veux, là, tous ces beaux chemins aménagés, c'est assez récent. Avant, on avait un petit chemin, c'était que des pierres, donc c'était pas du tout entretenu, c'était sauvage, on avait vraiment une autre impression, c'était une autre roche de Solutré. Maintenant, elle est accessible à tout le monde et c'est vrai que c'est tout à fait différent. Nos deux marcheurs reprennent leur parcours vers le sommet. Encore quelques efforts et ils pourront admirer l'une des plus belles vues de Bourgogne. Il y a une légende à propos des chevaux, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Curieuse de savoir. À quelques mètres du sommet, Mathieu s'arrête devant une sorte de marche en pierre taillée que la plupart des randonneurs qui passent ici ne remarquent même pas. Du coup, là, on arrive sur quelque chose qui passe quasiment inaperçu. C'est la fondation de l'ancien château qu'il y avait sur la roche de Solutré et qui servait de ligne de défense entre les Armagnacs et les Bourguignons. Il était tellement convoité, tellement stratégique avec la vue dominante qu'il avait qu'ils ont décidé à l'époque de le démanteler pour qu'il soit plus convoité. Le fameux château de Solutré. C'est ça. Difficile d'imaginer que sur cette ruine à peine visible était autrefois érigé l'un des plus puissants châteaux des ducs de Bourgogne. Même endommagé par les guerres entre Armagnacs et Bourguignons, il représentait une menace potentielle pour l'autorité du roi de France, qui le fit définitivement raser en 1435. Eh ben, nous voilà Et au donc, sommet. Ouais, ça se mérite. Hein. Eh ben, là, notre paysage. Hein. Typiquement bourguignon, Mâconnais, le Val-la-Martignien. Je sais pas, t'as vu la vallée de la Saône, les vignes, la forêt, le mont de Pouilly. Je sais pas si t'es comme moi, je trouve que on a quand même bien de la chance. C'est jamais les mêmes paysages, on s'en lasse pas. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Complètement d'accord. Et dis donc, tu m'avais pas dit tout à l'heure là que t'allais me raconter une histoire sur les chevaux, ces Si. fameux chevaux. Tout à fait. Justement, en contrebas de la falaise qui se trouve là juste devant nous, ils ont retrouvé énormément de squelettes, d'ossements, de fragments d'os. Et ils ont émis l'hypothèse que, en fait, pour chasser, à l'époque, les hommes de Cro-Magnon faisaient peur et faisaient chuter les chevaux en contrebas. C'est pour ça qu'il y avait des os brisés. Les paléontologues ont longtemps tenu cette hypothèse pour quasi certaine, jusqu'à ce qu'une analyse des ossements retrouvés remette tout en question en 1987. En fait, ils cassaient les os parce qu'ils avaient un régime alimentaire uniquement carné. Et le meilleur dans la viande, c'était la moelle osseuse. Autrement dit, la présence de ces os au pied de la roche est juste la preuve que les premiers Bourguignons étaient déjà de fins gourmets. Mais il n'y a pas qu'en gastronomie que les Bourguignons furent des précurseurs. Depuis qu'elle habite dans la région, Patricia a parfois entendu parler d'une légende selon laquelle les premiers chevaliers seraient apparus non loin d'ici, dans la forteresse de Berzé. Ce qui est sûr, c'est que le château est un témoignage exceptionnel de l'architecture militaire du Moyen-Âge. Une visite incontournable pour les amateurs d'histoire bourguignonne qu'elle nous propose d'effectuer avec Loris Chevalier, le conservateur du site.
Le château ici, il a 14 tours, car il devait, au XIIIe siècle, défendre l'abbaye de Cluny. Donc ici, c'est très militaire, tu vas voir, les murs, comme là où tu as posé ton vélo, ça fait 3,80 m d'épaisseur de mur. De quoi dissuader les ennemis les plus agressifs. D'autant que pour défendre leur château, les seigneurs de Berzé avaient vraiment pensé à tout. Donc tout là-haut, tous les petits trous que tu vois, c'est des mâchicoulis. On a déjà entendu le mot, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Pour l'huile bouillante? Alors non. Pas pour l'huile bouillante. Ça, c'est vraiment l'école républicaine. Au 19e siècle, on a voulu un peu critiquer Villependé, le Moyen-Âge, et dire qu'on allait brûler les gens avec de l'huile bouillante. En réalité, l'huile bouillante, ça coûtait trop cher, et on n'en avait pas assez. Donc ici, mâchicoulis, au niveau étymologique, ça vient de mâcher, et coulicolum, le coup. Donc on jette des pierres qui écrasent le coup. Et ce n'était que l'un des nombreux obstacles à franchir pour les assaillants qui auraient voulu prendre le château. Preuve que les candidats ne furent sans doute pas nombreux, la porte en chêne massif de la forteresse est d'origine. Elle aurait plus de 600 ans. À l'intérieur de l'enceinte, Loris poursuit son cours de défense médiévale. Tu vois là sur le côté, tous les pommiers. Oui. En fait, ici, à l'époque, il y avait une rangée de remparts. On est dans la 3e rangée de remparts. Il y en a une à l'extérieur du château, une ici, une là, qu'on appelle la chemise, qui colle comme un vêtement, qui colle au corps de logis. J'espère que tu es prête, parce que là, tu vas voir la plus belle vue de Bourgogne. La plus belle vue de Bourgogne. Regarde. Ma roche, mon mont de Pouilly. Donc tu vois, la roche de Solutré. Si Patricia s'émerveille devant la beauté du paysage, au Moyen-Âge, cette vue imprenable sur l'horizon avait surtout une valeur stratégique. Et bien maintenant, je t'invite à rentrer dans la tour du 15e siècle, la tour Montgirard. Montgirard. Et tu vas voir, il va faire hyper frais à l'intérieur, on va être vraiment bien aujourd'hui. Alors là, regarde, ce qui nous intéresse, c'est la voûte, avec en clé de voûte, le petit blason de la propriétaire, à l'époque qui était peint. Et en symétrie, au sol, il y a une trappe. Alors je vais te l'ouvrir, et après, tu vas essayer de deviner à quoi ça pouvait servir. Il faut être costaud, hein. C'est des oubliettes, hein. Alors non, en réalité, les oubliettes, c'est un peu l'image d'Épinal, encore une fois, du Moyen-Âge. Mais ici, le trou servait à ce que les personnes, les paysans, viennent dans cette salle et payent leurs taxes. D'accord. Et ils allaient payer en nature, avec des grains, des céréales, des La fruits. dîme. On allait verser tout ça, exactement. Donc si tu veux, en termes contemporains, on est dans le centre d'impôt, et en dessous, c'est le Les frigo greniers. médiéval. La pièce la plus étonnante de la forteresse de Berzé se trouve elle aussi sous l'édifice. Ce lieu, qui est à l'origine de la légende des premiers chevaliers, c'est l'ancienne chapelle carolingienne du château. Alors là, Patricia, juste avant de rentrer, regarde là, c'est le lieu le plus mystérieux, c'est mon lieu préféré du château. Tu vois, il y a toutes les petites fougères qui poussent. C'est magique, c'est un lieu magique. C'est la chapelle du château. Alors, à la Révolution française, il y avait une chapelle haute au-dessus qui a été décapitée. Donc depuis, l'eau s'infiltre et ça donne un côté vraiment, un aspect bucolique avec toutes les fougères. Un petit peu serre, un petit peu, c'est étonnant. Cette chapelle carolingienne prouve qu'une place forte existait déjà ici aux environs du Xe siècle. Ses occupants défendaient alors les frontières de l'empire de Charlemagne. C'est l'époque de l'expansion du droit féodal qui inspirera plus tard les règles de la chevalerie. D'où la légende selon laquelle les premiers chevaliers seraient nés ici. Pour Loris en tout cas, cela ne fait aucun doute. C'est la partie la plus vieille du château. Exactement, la partie la plus vieille du château. Les premiers seigneurs du château, c'est des Berzé. Oui. Les Berzé sont les premiers à être nommés Miles Christi, c'est-à-dire des combattants du Christ, donc des chevaliers. Donc tu es dans la chapelle des premiers chevaliers du monde. Eh bien, j'en suis très honorée.